Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Alors le concept c'est très simple, on veut être là avec vous pour parler de ces matchs 15 de France et là on a plein de choses à se dire. Donc je suis très très content d'être là avec Charlie Bayer qui joue à Massif Central. Salut Charlie. Salut, qui jouait dans le monde d'avant l'apocalypse, quand le rugby amateur existait. Ravi d'être là avec toi dans le Clubhouse Audio Rugby, comme tu dis toutes les semaines, sauf cette fois-ci. Donc ça m'a un peu choqué, je tiens à rétablir l'habitude, la tradition. Tu as tout à fait raison. Les traditions d'avant-match, faut pas les... Faut pas les changer. Allez, notre deuxième ligne qui a joué en plusieurs clubs parisiens, mais notamment Metro Racing à l'époque, c'est Théodore de Saint-Rémy. Et oui, c'est moi, absolument. Moi aussi, je jouais dans le monde d'avant, mais il y a encore plus longtemps que mon cher Charlie. Voilà. Et je suis content maintenant de partager avec vous les crampons dans ce Clubhouse Audio. Mais tu éduques dans le monde d'aujourd'hui, donc Tout à t'as fait. encore un crampon dans le rugby. Absolument. Et même, non, j'ai tous les crampons dans le rugby. Tous les crampons dans le C'est rugby. plus moi qui joue, c'est les petits. Mais t'as plus les mains dans les rucks, voilà. Les crampons sur le terrain, mais... Et aussi, normalement, on a la chance d'avoir Alban Borel avec nous des Pink Rockets, mais malheureusement, aujourd'hui, elle pouvait pas être là. Donc, on fait un gros bonjour à Alban. Salut Alban. Bisous Alban, tu vas tout louper. Salut, petit Alban. Allez, j'aime bien démarrer avec ma petite minute américaine. Donc là, c'est Major League Rugby qui a démarré ce week-end. Et en fait, c'est l'équipe avec le pire nom, donc c'est le Los Angeles Guiltinis, qui a gagné contre l'équipe avec le meilleur nom, donc c'est le New England Free Jacks, notamment grâce à leurs gros Australiens. Donc c'est Adam Ashley Cooper et Matt Gito. Ashley Cooper d'ailleurs, il a marqué un essai et Gito il a fait plein de petits points au pied. Il s'adapte bien au nouveau climat, plutôt. Ouais, exactement. Oui, Australie et Los Angeles, je pense que c'est un peu similaire. C'est marrant parce que j'ai noté sur le web, les Anglais, ils aiment bien le nom des Free Jacks. Bon, c'est vrai qu'ils ont des jolies couleurs et tout, mais en fait, je trouve ça marrant parce que le nom de Free Jack, en fait, c'est libéré du Union Jack, qui est leur drapeau british, en fait. Donc, en fait, ça veut dire qu'on est libéré des British, mais je pense que les Anglais, ils n'ont pas capturé ça. Ouais, soit ils n'ont pas capté, soit ils sont simplement ils s'en amusent. Amoureux de la liberté eux aussi. Une autre raison de regarder un peu le Major League Rugby, si vous êtes en manque de rugby en ce moment, c'est parce qu'en fait, à Toronto, ils ont une équipe de Toronto Arrows et il y a au moins 10 gars qui jouent sur l'équipe qui jouent sur l'équipe nationale de Canada. Donc ça se donne un autre bonne raison. En parlant de ça, il y a USA et Canada qui sont automatiquement dans le Coupe du Monde de 2023, même s'ils n'ont pas pu jouer leur match de prépa, merci Covid. Et je ne suis pas sûr pour vous, les gars, mais est-ce que vous avez eu des difficultés pour acheter ces fameux billets pour les matchs Coupe du Monde en France? Oh la vache. Moi, j'aurais bien aimé avoir des difficultés, mais j'ai même pas essayé tellement visiblement c'était une énorme galère. Donc je vais pas dire de méchanceté sur le système. Je n'ai entendu que des gens qui n'y sont pas arrivés, mais moi je n'ai pas essayé, donc je mesure mon jugement. Alors moi je suis quand même un survivant des achats de billetterie du Hellfest où 80 ou non le pass 3 jours c'est 30 000 places je crois, mais où 30 000 places partent en 5 minutes et où on est habitué à ces files d'attente où tu repars de zéro comme par magie quand t'as fini d'attendre. Mais c'était quand même un sacré bordel. Non, mais c'est le truc. Les mecs, t'attends 5 fois d'arriver à 100% d'attente pour recommencer à zéro. Après, évidemment, enfin, ça a été un bordel. Il y a eu plein de soucis. En plus, il y avait apparemment quand t'avais une Mastercard, ça marchait mieux parce que c'est le sponsor de cette compétition. C'était un bordel, mais pour la défense, c'était un bordel. Et aussi, bon, il y a le système de pack à acheter, le fait qu'il faille être capable de débourser quand même pas mal d'euros pour pouvoir acquérir des droits sur certaines places. Donc, est-ce que ça encourage pas les reventes aussi si tu es obligé d'acheter un pack au lieu d'acheter des places single? Bref, c'était un bordel, mais de toute façon, le rapport demande et offre est tellement gargantuesque que ça ne pouvait pas trop en être. Je vois pas trop comment on peut organiser une vente aussi demandée sans qu'il y ait des déçus, quoi. Oui, c'est plutôt une bonne chose qu'il y a tellement de monde qui vont acheter. Oui, il y a forcément embouteillage. Ouais, Maintenant, n'accablons pas les gens, c'est normal quand tu as d'un seul coup 2 millions de mecs qui vont sur un serveur, effectivement le serveur pète. Bon, c'est un peu la loi du genre et ça récompense les plus têtus puisqu'il y a bien des gens qui ont réussi à les acheter. Donc, oui, c'est vrai. Les plus têtus ou les plus chanceux? Moi, je trouve que c'est juste sympa qu'il y ait un engouement. Ça nous prépare un peu la Coupe du Monde, en montrant qu'il y a plein de gens que ça intéresse. Ayons une lecture positive de ce truc-là.
Qu'est-ce qu'on dirait si c'était tellement mal foutu qu'ils en avaient vendu que 4 et que tout le monde s'en foutait? Eh bien, j'aurais râlé aussi, Théo. Voilà, on aurait râlé comme des bœufs. Perso, je dis grand merci à les mecs de mon ancienne équipe ORC parce que ils ont pu acheter des places et donc j'y vais avec mon fils pour aller voir Argentine contre, je sais pas, soit Tonga ou un autre pays d'Océanie à Saint-Étienne. Donc ça va me faire un grand plaisir. Donc j'ai mis ça sur le calendrier pour 2023 septembre. Ça me fait plaisir quand même. Dans le chaudron. Bon, on est quand même là aujourd'hui pour parler de destination. On y va, les gars? Ben oui, on y va. Il paraît que c'est passé un truc sympa samedi en plus. Allez, ce super samedi a démarré avec Italie-Écosse. Ça va aller super vite. Ça a commencé avec un essai pour le capitaine Luca Biggie-Smalls. Et tout le reste de la journée, c'était écossais. 8 essais à 1. Finale, c'était 52-10. Franchement, rien à apprendre ici. Sauf que Hogg, il peut jouer 10 aussi comme le 15. Et les arrières écossais, ils ont des grosses biceps. Italie, c'est leur pire 6 nations au niveau de points et essais encaissés. Ouais, on l'a beaucoup dit pendant ce tournoi, et là commence à réapparaître effectivement l'hypothèse d'un match de barrage contre le vainqueur du tournoi B. Peut-être que ça donnerait un petit peu finalement de piment à cette cuillère de bois qui n'a plus aucun sens maintenant avec une équipe aussi décrochée. Donc c'est très malheureux. On l'a beaucoup dit, et les Italiens en plus sont pas si mauvais que ça. Ils sont juste un cran d'une division inférieure, c'est tout. C'est une bonne équipe, il y a de très bons joueurs, mais ils n'ont pas le niveau. Donc maintenant, ne les accablons pas, n'accablons surtout pas les joueurs qui font l'effort d'être là à chaque fois, et psychologiquement ça doit être extrêmement difficile. Donc moi je leur tire quand même mon chapeau. Mais est-ce que ça leur ferait pas du bien d'aller dans le tournoi B, foutre des raclés à tout le monde, faire un grand chelem B et remonter l'année d'après en rebattant les Géorgiens qui auraient perdu contre nous? Franchement, je m'interroge et je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire, quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un bon moyen de se reconstruire, d'éventuellement pouvoir accrocher des supporters, pouvoir faire rentrer des sous dans les caisses quand Bien tu sûr. ranges des victoires, si tu vas une division en dessous ou voilà, je pense que c'est pour les spectateurs plus plaisant, pour les joueurs plus plaisant. Tu te construis quand même dans la Ça victoire. parle pas trop à Thierry parce qu'aux US il y a que des ligues fermées. Ils comprennent pas les descentes. Ils comprennent pas les descentes. Oui et non, parce qu'en fait, comme j'avais dit la dernière fois, il y a le NCAA March Madness, le tournoi de basket qui arrive en ce moment, et c'est juste magnifique. Tu as des petites écoles qui sont mais 2 fois rien, ils ont 3000 personnes, qui battent des grosses écoles avec 80 000, et c'est assez magnifique ce truc-là. Mais oui, ce qui est génial, on voit bien que Thierry est un Américain parce qu'il te dit, en sport universitaire et tout, une petite école qui a 3000 personnes de spectateurs. En France, tu as 3000 personnes à la finale universitaire. C'est clair. Les grosses années, si tu veux, les grosses décennies. Et donc, on voit que c'est pas le même trip. Et on voit que c'est pas le même truc parce que rien que le nom de la compétition, il est à rallonge. Le surnom c'est March Madness, mais c'est le NCAA tournoi de basket. En fait, donc peut-être ça nous donne une bonne opportunité. Charlie, on parlait de 6 nations B. Peut-être tu peux mettre un petit mot. Sachez tous nos amis qui sont en manque de rugby qu'il y a un super site internet en fait de Rugby Europe qui met à disposition tous les matchs de ce tournoi B. Justement, où vous retrouvez la Géorgie, la Roumanie, la Russie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique. Et plus l'Allemagne, malheureusement, on y reviendra. Et vous pouvez sur le site de Rugby Europe, du coup rugbyeurope.eu, voir les matchs en direct et même les replays. Si vous voulez rattraper un peu ce qui s'est passé dans cette compétition, c'est plutôt cool de mettre ça à disposition. Oui, et en fait, Théo t'a parlé de Grand Chelem, et c'est ça que les Géorgiens, ils ont fait l'année dernière dans la 6 nations B, ils ont fait un Grand Chelem. Donc, et tu peux être sûr que pour eux, c'est un souvenir fabuleux. Est-ce que ça vaut pas mieux de faire ça une fois dans sa vie que de prendre des branlées tous les ans dans une compétition où t'es pas invité? Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, ils ont cette semaine battu la Russie dans leur derby à eux. Et, c'est des matchs à voir, les Géorgie-Russie. Ça doit être assez fin, Géorgie-Russie, je pense. Voilà. Je pense qu'on doit avoir des grandes envolées là. C'est ça. Et en fait, c'est marrant parce que c'est la dernière fois que, par exemple, Irlande contre Géorgie en Autumn Nations Cup, c'était 23-10. Par contre, Italie, Irlande, c'était 48-10 quand même. Donc peut-être, je ne suis pas sûr si ça nous dit quelque chose, mais je pense que ça nous dit quelque chose. Ouais, un peu. Allez, par la suite, il y avait quand même un super match d'Irlande. Donc Irlande contre les Anglais.
Quelques nouveaux têtes, donc Lennart que je connais pas trop. Il y a No Underhill cette fois-ci, pour ceux des Anglais. Ça démarre avec un touche qui sortit directement de 1984 où il y a personne qui saute. Un essai qui est évité par les Irish. Il y a Aki et Byrne qui sont bien en mouvement. Quelques petites erreurs par Conor Murray, mais même s'il a fait un bon match. Sexton avec un super coup de pied juste avant le 22, il force un pénalité des Anglais. Donc là, on est à 3-3. Moi, personnellement, j'ai eu l'impression que les Anglais reculaient sous les impacts verts. Les Anglais, ils passent de gauche à droite et après de droite à gauche. Ils essaient de passer cette défense Irish, mais ça ne marche pas. Coup de magie à 22 minutes, une touche irlandais. Ils ont essayé leur Toulouse à eux. Donc, je vais le nommer le Kilkenny. Super essai de 35 mètres de Keith Earls. 10-3 pour l'Irlande. Donc, ça devient 13-6 après un échange de pénalités entre Farrell et Sexton. L'attaque anglaise est toujours impuissante pour le moment. C'est comme la défense des Verts ont lu leur playbook. Vunipola perd, il fait des erreurs. Les Irish avancent. C'est Conan the Barbarian qui marque l'essai en marchant sur les Anglais. On est à 20-6 le mi-temps. Pour l'instant, je ne reconnais pas de toute cette équipe des Anglais qui nous a battus la semaine dernière. Eddie Jones non plus, parce qu'il remplace son pilier et son talonneur. Il y a CJ Stander, c'est son dernier match avec l'Irlande, et il s'amuse. Il est plaqué par Vunipola et Curry. Bon, c'est Curry qui s'est fait blesser, et Stander, il est là avec un petit sourire, donc c'est assez mignon. Le numéro 15, Daly, il joue plutôt bien, mais c'est tout pour les Anglais. Charlie avait raison, Paul O'Connor, il a vraiment aidé au niveau des touches pour les Verts. Sexton, coupe de pied pour Keith Earls avec un essai de magie, mais non, annulé, car il y avait un nom d'avant, 2 semaines avant, par en deuxième ligne. Pénalité pour les Verts, quand même, 23-6. Les Anglais commencent à mettre les gaz, mais les épaules d'Irlande sont assez solides, n'est-ce pas, Mr. Owen Farrell, qui a essayé de plaquer le numéro 4 Irish. À 60 minutes, Sexton ajoute au score suite à une conquête absolue en mêlée, donc les Verts, 26-6. On attend la réponse des Anglais, et voilà, Billy Vunipola, il fait un charge. Ali défend, carton rouge difficile je trouve pour un plaquage un peu haut et c'est logique des Anglais derrière, 26-11. On a l'impression que les Irlandais vont essayer de garder ce ballon en main pendant les dernières 15 minutes, au moins ils chopent une pénalité, même le poteau n'aime pas les Anglais, poteau entrant 29-11 et ça devient 32-11. Les Anglais essaient de mettre l'essai de l'honneur, mais il faut attendre qu'ils sont à 15-13. Finalement, ça marque 32-18. Qui est content? C'est Bibi. Ouais, c'est un match vraiment super agréable à regarder. Un grand match de rugby à mes yeux, avec tout ce qu'on aime dans cette équipe irlandaise quand elle reçoit les Anglais, c'est-à-dire une volonté de faire, de ne pas les laisser jouer, imprimer leur marque sur le match et vraiment de leur imposer un défi physique dans le premier quart d'heure qui a complètement secoué les Anglais. Et malheureusement pour les Anglais, on a retrouvé tout au long du match cette équipe qu'on voit à part finalement la semaine dernière contre nous, c'est ça qui est quand même rageant, mais qu'on voit depuis un an, c'est-à-dire une équipe anglaise assez empruntée, qui fait à nouveau 13 pénalités sur le match, donc très sanctionnée, et puis complètement prise sur des fondamentaux, c'est-à-dire beaucoup secouée à l'impact. À la fin, Vunipola qui se fait arracher le ballon par Van der Flyer, Johnny May qui se prend un cadrage débordement par effectivement Keith Earls qui, sur l'essai en première main, qui est sublime. Absolument. Cette course, elle doit faire rêver tous les mecs qui veulent jouer à l'aile et qui se disent j'ai des cannes. Parce que là, c'est vraiment les cannes de feu, les crochets sur une star en face qui est quand même loin d'être un mec qui se fait asseoir régulièrement. Donc ça, c'était magique. Et puis, l'essai de la 36e des Irlandais est un modèle du genre. Il y a 15 ou 18 ans de jeu, un petit coup de pied à la fin pour déstabiliser in fine la ligne de défense qui tenait, et puis Conan qui va marquer in extremis. Enfin, moi j'ai adoré la domination irlandaise parce que j'ai senti du talent, de la détermination, et franchement, pour moi, 32-10, s'il y a 40 points, c'est pareil. Vraiment une victoire hyper méritée. 100% de Sexton, bon ça on est habitué. Et puis je dirais peut-être ce qui a marqué à mon sens ce match, c'est le symbole de cette mêlée irlandaise de la 60e où ils écrabouillent complètement la mêlée anglaise. Les deux piliers sont pris, ils les traversent et il y a pénalité. La joie du pilar derrière, la joie du pilier qui est magnifique et c'est le symbole des Anglais, no scrum no win, tout est là quoi. Voilà, no scrum no win, mais ils n'étaient pas là, nos amis anglais.
Bah ouais, putain Théo, t'es bien complet, super précis. J'ai peut-être regardé d'un œil un peu moins précis, mais avec beaucoup de plaisir quand même. Déjà de cette défaite anglaise et de leur triple down, comment on dit, une triple non crown, comment on dit, un triple échec dans Ouais, parce que là, ils ont effectivement perdu contre les 3 nations britanniques. Ah ouais, ça doit faire très longtemps que ça leur était Bah pas ouais, arrivé. non, mais c'est un événement quand même, cette dégringolade un peu de Nous, on l'Angleterre. appelle ça une triple foirade. Voilà. La triple foirade, ouais, c'est pas mal. Oui, en fait, ça fait longtemps parce que la dernière fois, j'avais 2 ans. C'était en 76. Voilà, vache. Là, c'est marrant parce qu'à l'époque, c'était le tournoi des 5 nations. Et figurez-vous que 5, c'est pile poil le nombre c'est exactement la place au classement de nos amis anglais. Comme quoi, le hasard est quand même fabuleux. Non, en plus, c'est triché parce que il reste un match. Donc, bon, le classement n'est pas définitif. Mais on aime se détester. Donc, c'est jouissif d'aller voir cette place. Et puis, ils se sont réveillés contre nous. Et du coup, c'est eux qui nous privent aussi de nos grands chevaux. Voilà, quoi. Donc, c'est de bonne guerre. C'est vraiment nos meilleurs ennemis. Exactement. Mais ils ont pas fait que des mauvaises choses sur ce match. Hein. Ils ont quand même toujours ces super joueurs. Curry, c'est quand même un 3e ligne qui fait rêver. Enfin, il est absolument génial dans l'engagement. Il est topissime. Mais ça se joue à des petites choses. Quand tu vois la qualité de jeu au pied, et notamment, tu le disais Thierry, cette chandelle en première mi-temps des Irlandais qui arrive juste devant les 22, qui est tapé vraiment de façon millimétrée par Sexton. Et en deuxième mi-temps, malheureusement, tu as Ford qui en fait une, mais elle arrive juste derrière la ligne des 22, et ça tient à rien, mais en fait, ça change tout. Parce que au lieu d'avoir une énorme pression, récupération de ballon, essai derrière, ou en tout cas de gros dangers derrière, il y a juste marque, et puis tu rentres chez toi. Donc, ça tient à nouveau à peu de choses, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que cette équipe anglaise, depuis un an, depuis cette Coupe du Monde, avec cette déception de finale perdue, tombe très souvent du mauvais côté de la pièce. Donc, quand est-ce qu'Eddie Jones va se réveiller en disant « J'arrête d'insister avec la même compo. Individuellement, les mecs sont bons, mais cette équipe ne fonctionne plus. Et je ne comprends pas qu'il s'entête. » Ouais, et à propos de cette équipe qui ne fonctionne plus aussi, il y a des interrogations sur le fait de continuer à prendre des joueurs des Saracens qui du coup ne jouent plus la même compétition, quoi. Donc par rapport qui ont moins de temps de jeu et moins de caisse, etc. Exactement. Ouais, c'est marrant parce que j'ai lu un peu les presses anglaises et c'est vrai que Eddie Jones en ce moment il prend cher. Il y a deux côtés ils sont d'accord avec toi, Théo, dans le sens qu'en fait les joueurs sont bons. Ils disent par exemple que Curry il devait être capitaine, il devait être le jeune capitaine. Il est énorme, Curry. Il est énorme. Oui, il le voit comme la prochaine Macau. Il devrait être capitaine aujourd'hui. Et en fait, oui, la question c'est qu'est-ce que tu fais, Eddie Jones, par rapport à cette équipe qui était il y a 2 ans une super équipe bien en forme, et qui a été dans la finale et aujourd'hui c'est méconnaissable. Tu finis 5e. Qu'est-ce que tu fais, Eddie Jones? Je trouve que ça fait un bon nom de podcast. Tu sais où le bouquin. Qu'est-ce que tu fais, Eddie Jones? Mais il y a ça aussi, mais il y a aussi Irlande, parce que je me souviens au début, ils ont perdu le premier match dans ces 6 nations, ils ont perdu contre Pays de Galles, ils ont perdu contre nous, mais de justesse, de justesse contre nous, on a gagné par 2 petits points. Et d'un coup, là, ils reviennent en force parce que pendant la Coupe du Monde, l'Irlande, c'était pas leur jour non plus. Donc, c'est sympa de les voir un peu sur le remonté, on va dire. Agreed. Et oui, non, moi juste, il y a un truc qui m'a quand même fait beaucoup marrer dans ce match, c'est tu parlais de la charge de Stender. C'était son dernier match à domicile, donc il avait à cœur de faire un beau match, mais sa petite charge où derrière, tu as vu Nicolas, il me semble, où derrière il fait un sourire. 5 minutes après, il refait la même charge sur le même mec. Ce sourire, ça voulait, parce qu'il s'est fait secouer, il s'est fait stopper, clairement. Et je pense qu'il en prend pas souvent des arrêts dans ses courses comme ça. Ils y ont été mais il y est retourné, quoi. C'est genre, ah ouais, ça. Mon pote, vas-y, on continue, on retourne rigoler. Ils sont pas bâtis comme nous, quoi. Ouais. C'est génial, je me suis fait défoncer. Ouais. Bien, j'y retourne. Et Théo, donc par rapport à ce carton rouge, peut-être tu vas me dire c'était trop haut, mais j'avais vraiment l'impression qu'il était bloqué un peu. Je sais pas, j'avais pas l'impression que c'était un plaquage trop haut. Moi, je pense que ces règles qui s'appliquent maintenant assez durement pour les cartons rouges, ils ont raison de les appliquer. Je pense que notre sport, en fait, est un sport qui est en danger de disparition si on ne fait pas la guerre absolue par les règles au danger pour les organismes. Donc, c'est structurellement pas bon pour la santé de jouer au rugby, hein, on est d'accord, surtout à haut niveau. Faut arrêter de rêver. Mais par contre,
mettre dans les règles des interdits absolus, et on le voit sur le match d'équipe de France, la zone des yeux, rouge, épaule directement sur la tête un peu, tu t'es pas assez baissé, tant pis, il fallait pas plaquer, c'est qu'il est arrivé, c'est de ta faute, c'est la faute du défenseur. On installe cette règle-là, elle rentre dans la tête de tous les gens qui sont à un moment attaquant, à un moment défenseur, parce que nous, Thierry, on n'est pas comme au foot américain, on fait les deux. C'est vrai. On est complet, Et du polyvalent. coup, un coup c'est à ton avantage et ça te protège, ça protège ton intégrité physique. Un coup c'est à ton désavantage parce que t'as pas été assez prudent. Moi j'aime ces cartons rouges. Et en plus, on voit, et on a vu, on va en parler après, quand il y a des cartons, c'est sportivement, c'est très utile ces cartons parce que ça déséquilibre les équipes, ça relance les matchs. Parfois c'est cruel. N'empêche qu'il se passe des choses sur le terrain avec ces cartons et que c'est pour l'intégrité physique des joueurs. Donc moi, je suis plutôt pour. Alors, je suis d'accord par rapport à l'intégrité physique des joueurs, entièrement. Et c'est vrai que sur les déblayages, comme on a vu d'ailleurs souvent sur ce tournoi, Oui. et souvent à la faveur des Gallois, mais sur les déblayages à la tête, d'accord, j'entends. Après, on y reviendra sûrement plus tard. Mais quand tu fais appel à la vidéo pour revenir sur une action de jeu qui a eu lieu 10 actions avant un essai, et que c'est sur un déblayage en tombant, une main qui traîne, où clairement, il n'y avait pas attention de viser le haut. Je trouve que c'est différent quand même. C'est différent. Moi, à l'époque héroïque, je me suis pris un doigt dans les yeux, je m'en rappelle encore. Je me suis tapé une ulcération de la cornée avec la nuit à l'hosto, etc. Je m'en rappelle encore. Les doigts dans les yeux, c'était marrant avant. À l'époque, on l'appelait le mec Guy de Graine parce qu'il foutait des doigts dans les yeux, dans les mauls des mecs et tout ça. Ok, c'est juste pas possible. Donc, je suis désolé, mais Willem C, sur cette action, il a rien à faire avec sa main pour accrocher les orbites derrière la gueule du mec qui vient déblayer. Ça n'apporte rien. C'est une faute qu'il faut évacuer des terrains de rugby. C'est tout. À mon sens. Voilà. Bon, on reviendra sur ça dans le match de la France. Bon, je tiens à dire quand même, Théo, c'est que parfois, des joueurs de foot américain, ils jouent les deux, en fait. On joue l'attaque et la défense. Quand on fait ça... il était vexé. Quand on fait ça, ça s'appelle le double... Tu m'as vexé. Non. Non. En fait, ça s'appelle le double plateau et quand on joue les deux. Par exemple, j'ai joué parfois offensive line et defensive line, mais surtout, c'est assez prévalent en France aussi parce que parfois, on n'a pas assez grande équipe pour faire deux équipes complètes. Parce que pour faire deux équipes complètes, il faut avoir 45 joueurs, un truc comme ça, quoi. Donc ça arrive assez souvent pour les joueurs de foot am en France. Je comprends, il y a des gars qui font défense et attaque. Allez, c'est le moment pour passer à la grosse actu de la week-end. Là, c'était 21h samedi soir. Je pense qu'on était tout prêts pour ce match. Sur le feuille de match, la France reste environ la même que la semaine dernière. Les Gallois, ils ont toujours leur Alwyn Jones qui a plus de cap, lui, toute seule, que tout le pack français ensemble. C'est assez incroyable. C'est un match oulala et ça démarre. Les premières 4 minutes, on a les Français avec les ballons en main. On va la faire ce match, même si les Gallois sont costauds, nous aussi. Tous français. Greg Alldritt, il fait un grand parti du boulot et c'est Mr. Tao Fofinois qui fait les derniers quelques centimètres. 7-0 à 7 minutes. Presque. Tao Fofinois, mais franchement, il y a du progrès par rapport à la semaine dernière. Merci. T'étais pas loin. Je m'entraîne. Allez, quelle mêlée, ça crie, ça pousse et quelqu'un n'a pas marqué le pépite, Louis Rhys-Zammit. Gros effrayeur, mais c'est Olivon avec un plaquage câlin qui empêche le Gallois après tir. Il nous sauve l'essai. On va avoir beaucoup de ce type de plaquage dans ce match. Pas longtemps après, il y a Bigard qui marque et transforme son essai. Il n'a pas peur d'attaquer la ligne entre Marchand et Alldritt, je pense, quand même. Donc, bravo pour lui. 7-7. Et puis, mon chaton est échappé. Donc, j'ai raté le joli coup de pied de Doulin pour Jalibert pour Dupont. Et j'ai raté l'essai des Gallois. Bon, je reviens, c'était 14-14. Coup de pied pas très bien de M. Matou Jalibert qui va se faire remplacer assez vite par The Golden Son, Mr. Ntemak. Ils sont où mes bleus que j'adore? Faute un peu gentille pour l'arbitre. Donc, dans nos faveurs cette fois-ci avec un plaquage haut contre Ficou, 17-17 à 34 minutes. C'est vraiment un très beau match. Les arrières rouges nous font mal. Marchand nous pique un joli ballon. Comme dit notre Charlie, c'est chaud. On subit un peu, mais on s'en sort. Dommage la passe ratée d'Alldritt car c'est sympa de marquer juste avant la mi-temps. Et non, c'est 17-17. On a du boulot. Sur cette première mi-temps, ce qui était quand même fou au niveau du scénario, on connaît tous l'issue, c'est ce vraiment mano à mano au niveau du score, c'est-à-dire qu'on démarre fort, nous Français, on se dit sur un superbe essai, on a les 5 premières minutes où vraiment on domine, on brille, mais très rapidement, les Gallois vont
commençait à prendre une domination que tu évoquais, Ticket, et qui va durer encore sur la seconde période. Mais tu as vraiment ce truc. Déjà, moi, ce qui m'a marqué, c'est que ce qui était jouissif, par exemple, de souvenirs contre l'Angleterre ou contre l'Irlande, c'était que notre défense faisait réellement reculer l'attaque. C'est que souvent, on avait des phases où et là, en défense, on a subi, quoi. On a subi en défense. Est-ce que c'est parce qu'ils ont lu le jeu? Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent très bien notre Sean Edwards? Je sais pas, mais on a vraiment subi en défense. Toujours est-il que il y avait vraiment, ce 17-17 à la mi-temps, on est vraiment dans un truc où l'évolution du score, elle était, c'est coup sur coup. À chaque fois qu'il y en a un qui marque, paf, ça remarque derrière. Et en plus, il y en a pas un qui loupe sa transformation. Il y avait une sorte de vraiment mano à mano, quoi. Il y avait un peu tout dans cette première mi-temps parce que effectivement, ça s'est rendu coup pour coup dès le début. Les Français qui avaient envie de faire une grosse entame et qui savaient que les Gallois n'avaient pas pris d'essai dans le premier quart d'heure de tout le tournoi ont marqué d'entrée. Donc ça, c'était top. En plus, un essai vraiment tout à fait mérité parce qu'il y avait le panache à ce moment-là de prendre la touche plutôt que les points. Alors qu'en début de match, tu peux te dire, bon, j'assure un peu, je prends 3 points. Non, ils vont en touche, ils marquent derrière. On sait que derrière le deuxième essai, la petite intuition, le petit jeu au pied dans le dos de la défense de Dulin avec le 2 contre 1 d'école qui est joué par la charnière, c'est juste magique. Donc on saute en l'air plusieurs fois dans cette mi-temps et en même temps il y a un petit parfum d'absence de maîtrise parce que on marque 2 essais mais on en prend 2 et c'est vrai des deux côtés. Donc je trouve qu'on plante un petit peu le décor de la deuxième mi-temps hallucinante qu'on va avoir. Ce 17-17, en fait il y a 0-0, il s'est rien passé, tout va se jouer sur une mi-temps en fait. C'est un match sur une mi-temps et le voilà. Je partage vraiment ton impression de planter du décor. Complètement. Ouais. Oui, donc il faut toujours marquer 2 essais et gagner ce match pour avoir une opportunité de gagner ce 6 Nations. Le match redémarre avec l'interview le plus court de Fabien Galthié. C'est bien, ça veut dire qu'il est concentré. Mais les Bleus sont un peu moins pénalisés pour les Rouges tout de suite, 20-17 pour eux. Réaction directe, merci Penaud et Dulin, mais pénalité contre nous. Les Rouges rebondissent très vite. Ils marquent un essai par Josh Adams. Bon, les arbitres, il faut qu'on en parle un peu. On perd à ce moment-là par 10 points quand même. Dans un match qui me semble d'être tout à fait dans nos cordes. Un pénalité gentil cette fois par l'arbitre, 27-20, on revient à 7 points. On est bloqué un peu dans notre 22, on n'arrive pas à sortir, mais Dulin bouge ses petits pieds et Penaud nous donne un peu de soleil. Mais comment arrêter les Rouges? Essai par Louis Riz-Zamit dans le coin, mais ce qui peut être donné peut être repris, ça ne compte pas pour lui. Essai refusé. Petite reprise par les Bleus, Marchand est super fort, mais aplatir contre 4 Gallois, c'est un peu surhumain. Essai refusé. On revient dans l'action, Brice marque un super essai, et voilà, il fallait être attentif, car après les fautes excessives des Gallois, et avant l'essai de Brice Dulin, Mr. Wayne Barnes, en vidéo, a eu le temps pour trouver le bêtise français, un bêtise qui s'empire avec chaque revision de pénalité à carton jaune à carton rouge. Bien sûr, c'est contre William C. Ce fin du match est difficile à expliquer. On peut penser que les Gallois vont gagner comme normal cette 6 Nations, c'est-à-dire à 14 contre 15. Et puis, c'est 14 contre 14. Et puis, c'est 14 contre 13 grâce à 2 cartons jaunes rouges et un essai de Olivon, mais glorieux. 27-3. On a 3 minutes pour gagner. On est à 80 minutes. C'est le dernier essai. And holy shit, Brice Dulin dans le coin. On a gagné. On a fait notre anglais aux Gallois. C'est con la dernière fois qu'on se sentait comme ça. Ouais, c'est vraiment ça. D'abord, je te tire mon chapeau, Thierry, parce que tu nous fais revivre cette deuxième mi-temps. C'est super bien raconté, c'est vraiment sympa. Et enfin, moi, je sais pas vous, mais ça fait très longtemps que j'ai pas eu une émotion comme ça devant un événement sportif. Alors, c'est vrai qu'on est un peu enfermé depuis longtemps et que les événements sportifs, ça paraît loin, sauf à la télé. Mais là, on est vraiment dans cette deuxième mi-temps passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. C'est-à-dire que on a été incrédule pendant les 30 minutes de cette deuxième mi-temps où finalement on n'y était pas du tout. On se faisait rentrer dedans, et Faletao, il prend le ballon, il avance de 10 mètres au ras de la mêlée, tu te dis mais attends, qu'est-ce qui se passe? Où est passée notre équipe qui secouait tout le monde comme des cocotiers depuis quelques semaines, quelques mois. Là, t'as l'impression qu'ils sont juste pas là. Et puis, il se passe ce retournement complètement improbable où à la fois les Gallois s'effondrent, c'est-à-dire que je pense que physiquement ils sont à la peine, donc ils commencent à multiplier les fautes près des lignes à un moment où, immense mérite des Français, ils n'ont pas renoncé, alors que dans l'histoire du 15 de France, ces matchs-là, on les perdait. Voilà.
dominé comme ça par une nation britannique, avec supériorité numérique, avec machin, etc. On se disait, c'est bon, allez, good game, c'est dans le baba, quoi. Eh ben non. Et c'est ça qui est absolument incroyable dans ce match-là, c'est que même mené de 12 points à 4 minutes de la fin, moi je me rappelle, j'étais devant le truc, je disais à mon fils, c'est pas fini, surtout quand ils passent à 14 contre 13, je me dis, c'est peut-être jouable, parce que 14 contre 13, ça change tout. Tous les repères défensifs, ils explosent en vol, tout le monde est à la rue, le terrain d'un seul coup est plus grand parce qu'on est moins nombreux, il peut se passer des choses. Voilà. Je sais pas comment tu as vécu ça, Charlie, mais bah écoute, moi aussi, je voulais déjà petit hommage, puisque tu parles des résumés de Ticket. J'ai mon ami Romain qui m'a dit le plus grand bien de tes petits résumés Ticket. Merci. La petite vanne, l'air de rien, était toujours appréciée. Mais ouais, moi aussi, écoute, c'est marrant Théo, parce que pareil, j'avais envie avant de rentrer dans le tactico-tactique et de décortiquer un peu ce mano à mano, enfin du première mi-temps qui est devenu un peu. Bah je voulais, moi aussi j'avais prévu de parler un peu d'émotion, quoi, parce qu'en vrai c'est l'envie de vivre des émotions plus fortes que les autres, ou de palpiter plus grand qui fait qu'on aime bien le sport, en particulier celui-là. Et à une époque, depuis un an, où les émotions elles sont un peu dures à aller chercher, parce qu'on n'a plus la culture, on n'a plus le sport, on n'a plus les loisirs, on n'a plus les détentes, on n'a plus les potes, on n'a plus les émotions à aller partager, on se sent un peu seul. Bah là, franchement, on a eu une dose d'émotion dont personnellement j'avais vraiment besoin. Alors peut-être que c'est parce que le week-end coïncide avec la sortie de la Justice League de Zack Snyder, qui s'est déifié ses persos comme personne, et on a pu se prendre de passion du coup pour nos héros bleus, les mystifier. Faisant de l'athée que j'ai toujours été, un croyant, un fervent adepte de ce 15 de France, le 15 de France d'un grand Charles, mais pas le grand Charles des livres d'histoire qui ont déjà été écrits, le grand Charles des histoires à écrire, celui dont les potes ils s'appellent Taofi Fenois, Dulin, Aldrit, Vakatawa, Awas, des super représentants d'une France qui fait briller les yeux. C'est une armée d'amis, en fait, une armée de potes qu'on a envie de remercier fort pour les émotions qui nous ont fait vivre ce samedi, pour les peines qui nous ont fait oublier. Merci les Bleus, vivement demain, vivement 2023, quoi. C'était superbe, Charlie, superbe. Non, mais on sent une émotion, chez toi qui n'est pas feinte, et je suis sûr que les gens qui nous écoutent et qui se rappellent ce match ont tous vécu un pic émotionnel vraiment très très fort, parce qu'en fait, c'est cette dernière action qui fait qu'on y croit encore, même s'il reste une infime chance, en fait, parce qu'elle est infime. Au moment où on prend ce ballon, où Olivon le reçoit, et où il reste 70 mètres à remonter, quelle est la probabilité qu'on aille marquer cet essai? Elle est infime. C'est ça. C'est comme et tu vois cette probabilité augmenter. Oui, et tu te dis c'est pas possible, et à un moment, et la lumière, l'horizon s'éclaircit, tu te dis putain c'est là, en fait on va peut-être y arriver. Et c'est si tu veux les grands récits mythiques, c'est Guillaumet qui se pète la gueule dans la cordillère des Andes. Il a 60 km à faire, 12 cols à passer dans la montagne à 7000 mètres, il a un petit réchaud, une bouteille de rhum, des pompes, et il se dit il faut pas que je dorme, si je dors je meurs, il faut pas. Et en fait là t'as Ficou qui prend la balle, et puis t'as Vakatawa qui la prend, et puis ça nettoie, et puis t'as Chat qui avance comme un chien galeux, et puis machin, et puis après ça arrive à droite, t'es dans les 22, tu te dis putain ils vont le faire, et là ça repart, et Dulin au bout, oh putain mais c'était monstrueux. Moi qui m'a fait sentir ça aussi, déjà le palpitant, mais parce que je pense que c'est ça, c'est l'égalité du début, et puis on se fait marcher dessus, après en deuxième partie, et puis au bout d'un moment on sent les Gallois qui lâchent, et d'un coup ton cœur il commence à se dire attends mais c'est faisable, sauf que plus cette action avance, plus tu te dis, parce que j'ai dû expliquer à mes potes aujourd'hui du boulot l'histoire de en fait à partir de 80 minutes, quand le ballon est tombé, c'est fini, quoi. Et du coup t'as envie de jouer crânement tes chances, t'as envie de prendre des risques, mais plus t'en prends, plus tu peux faire tomber le ballon. Donc t'as le cœur qui bat de plus en plus vite, tu te dis attends mais putain ils y vont, mais moi franchement j'ai chialé à l'essai, quoi. Je dis tu sais il y a une libération d'émotion parce que t'es en montée totale. Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur la dernière Kamisha dont tu parles tout à l'heure, qui a été rageux, il rentre, il se foire, le pauvre, il rentre avec une pression pas possible sur une touche, il la foire. Mais après, quand il doit jouer la touche qu'on va trouver proche de la ligne adverse, je sais pas si vous avez vu, merde, mais serein, il attrape Chat, il met ses deux mains sur chacune de ses oreilles, il lui met son front contre son front, et à mon avis, il lui dit ça mon pote, et on était tous en fait en train de penser ça, quoi. C'est ça. Chaque action devient il y a quelque chose qui Vas-y, excuse-moi, Théo. Il y a quelque chose qui me frappe dans cette équipe, dans cette génération, on l'a déjà pas mal dit, et
à toutes ces sorties où ils nous font un grand coup, et celui-là, je pense, est vraiment le plus beau qu'ils ont fait depuis qu'ils jouent ensemble, cette très jeune équipe où il y a des mecs qui ont 20 piges, ils construisent cette capacité à croire en eux en dépit de tous les éléments ligués contre eux. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas s'ils seront champions du monde en 2023, mais c'est quelque chose qu'il faut à une équipe qui devient championne du monde. Je ne sais pas s'ils le seront, mais oui, ils ont ce truc. C'est quand ils sont à 14 qu'on commence à rêver. Tu te dis, mais c'est ça, ils ont ce truc. Et c'est de l'impossible. Et je finirai juste, Thierry, puis après j'arrête mes références foireuses, mais je parlais, parce que pour moi, c'est de la même nature. Ça dure 2 minutes au lieu de durer 4 jours ou 6 jours dans la Cordillère des Andes, mais c'est un peu de la même nature. C'est aller renverser les choses en dépit de tout et contre l'impossible. Et dans le bouquin Terre des Hommes qu'écrit Syntex après sur l'histoire de Guillaumet, il raconte que Guillaumet lui dit, quand il lui a parlé de ce truc-là, ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Voilà. Et je trouve que cette phrase, c'est un peu cet essai, quoi. C'est-à-dire, c'est un essai venu de l'impossible. Voilà. Et c'est pour ça que j'adore. Et il n'y a pas d'autre sport que le rugby, à part, Thierry, je vais te rendre un petit hommage, parce que tu es américain, le basket avec les shoots à 3 points au buzzer. Ce sont les seuls sports où en fait, cette émotion-là est possible. Et où tu te dis, il reste 12 secondes, je suis à moins 12. En fait, si je mets 4 fois 3 points, c'est possible. Et le dernier au buzzer. C'est ça qu'ils ont fait, en fait. En fait, on a en foot américain, on a un truc comme ça. Quand tu lances la balle, et c'est un truc de 80 mètres, et on lance dans l'air, et la personne attrape. En fait, c'est un Hail Mary. Donc, en fait, on prie à Marie pour que la ballon soit attrapée. Ça, Hail Mary, ça s'appelle. Et maintenant, on sait que Charlie, en plus, n'est plus athée, il est croyant, et qu'il dit Hail Mary à la fin. Ça prouve bien que c'était le truc de l'impossible. Et les croyants en bleu. Vraiment, c'est un plaisir de vous entendre tellement ému et poétique par rapport à ce match. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais pas des mots pour décrire. J'ai regardé des images, je sais pas combien de fois, pour être capable de faire ce truc parce que c'est indescriptible. Ouais, c'est vachement, c'est vraiment difficile à décrire. Mais je pense que ce qui est sûr, c'est on a tous eu un énorme plaisir. Mais en fait, il fallait peut-être passer par les matchs perdus, par ce match juste avant contre l'Angleterre qu'on a perdu, qui était injuste dans un sens, et celle de notre équipe B dans le Autumn Nations Cup, on a perdu de justesse aussi, et il fallait passer par là pour arriver d'avoir cette joie qu'on a aujourd'hui. Mais une chose c'est sûr, c'est un vrai joie. Bon, du coup, on a plus parlé émotion mais bon, c'est très bien. Mais il y a aussi un fait de jeu, enfin, de multiples faits de jeu. Mais les fameux essais non accordés pour X raisons, on revient une faute plus tôt, parce qu'il y a eu j'ai jamais vu autant de mains ou de corps sous les trucs. Il y a eu 5 essais dans le résumé, là, sur Stade 2, j'ai revu, là. Il y a eu 5 essais français qui ont été annulés ou qui n'ont pas abouti à cause d'un torse ou d'une main ou d'une phalange. Et je pense que quand, 5 passages je sais pas si vous vous souvenez, mais quand Olivon, ouais, c'est ça. Et quand Olivon, sa tête, quand il comprend qu'il a un carton rouge, mais c'est pas juste. Il se dit, mais on est passé, s'il est à nous, cet essai, on mérite ce truc. Il y a d'un coup, il revêt un habit de, ok, bah, tu sais quoi, on va le faire le quand destin, même. enfin, je vais pas l'arbitre, hein, pour le coup, c'est pas l'arbitre que mais l'arbitre, le destin ne veut pas nous le donner, ce truc, voilà, on foire, putain, 5 fois passer la ligne et pas avoir d'essai, c'est pas possible, bah, putain, je vous jure qu'on va y aller. Et c'est Olivon qui le met en plus derrière, le truc de la relance à 3 minutes de la fin, ouais, il y a un mythe, moi, je trouve, dans ce match et dans ce contexte, dans cette équipe et dans ce capitaine. Voilà. D'autant que l'essai refusé de Dulin, le premier, avant qu'il marque le vrai, sur le carton rouge, c'est à ce moment-là du match, c'est absolument atroce parce que c'est triple peine. C'est t'as pas l'essai, tu prends le carton rouge et t'as pénalité contre toi. Alors que t'avais marqué, tu pensais que tu revenais complètement dans le match, et là t'es au 36e dessous, t'es un de moins et pénalité contre toi, c'est absolument atroce. C'est ça. Et en plus, on avait genre trois avantages en notre faveur sur cette action, quoi. Ils faisaient n'importe quoi pour défendre les Gallois. Et tu te dis, putain, comment on peut la foirer. Oui, et comme c'est une brutalité, tous les avantages sont annulés. Ouais, tout est annulé. Ouais. C'est intéressant quand même parce que j'ai vu sur le Twitter sphere qui a explosé qu'en gros tout le monde était d'accord que c'était un match juste incroyable, et aussi il y avait quand même pas mal de personnes et moi aussi, qui pensaient que c'était plutôt bien arbitré, dans le sens que le mec il parlait bien, il expliquait bien ses décisions et pourquoi il prenait ces décisions là, et bon il y avait plein de trucs contre nous et pour nous aussi. En gros je pense qu'il a bien fait son job. J'en voulais pas, l'arbitre. Sur l'essai qu'on a refusé, alors que c'était un essai qu'on avait encaissé la semaine dernière de Maro Itoge, et là, du coup, il y avait... Mais en fait, on a appliqué la règle et c'est tant mieux. Et en vrai, c'est pas l'arbitre que je critique, mais c'est juste que c'est extrêmement frustrant
quand tu sais que l'IRB fait tout pour favoriser le jeu depuis tout le temps, c'est extrêmement frustrant de se rendre compte que pour un fait de jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a eu lieu je sais pas combien de temps avant et qui n'a pas influé sur le match, tu refuses un essai, surtout quand en première mi-temps on a notre 10 qui sort parce qu'il s'est pris un coup dans la gueule, il sort KO et l'arbitre ne pose pas de questions en voyant un mec sortir KO, mais quand il y a un essai français, il va décortiquer une action. C'est quand même super frustrant pour le jeu pour le coup. Et en effet, comme tu l'as dit, il a eu les tripes, on va dire. Il a eu les tripes de faire appliquer des trucs très durs dans un match très bien, serré. Charlie, ce podcast est familial. N'est-ce pas? Et de faire appliquer ces règles dans un contexte très, très compliqué, très dense. Et encore, il n'y avait pas de public, mais je pense que c'était dur à ce moment-là pour lui. Moi, c'est plus sur, voilà, quoi, c'est plus les règles qui m'ont énervé là-dedans parce que je pensais qu'on favorisait toujours le jeu et là, c'est très dur à ce moment-là. Et c'est pour ça que je respecte beaucoup les joueurs pour être allé se chercher cette victoire, c'est qu'à ce moment-là, mais c'est un coup de massue de se dire attends, mais je l'ai mis cet essai en plus, on s'en fout de cette action qui avait lieu 10 actions avant. Il y avait Wayne Barnes qui disait sur Twitter aussi qu'il était le prochain vilain de James Bond avec son masque. Et je trouvais ça assez marrant. Oui, il a fait les photomontages là. Ouais, c'est plutôt drôle. Il y a vraiment des stats de dingo. Ceux qui sont sur Twitter connaissent sûrement Renvoi au 22 qui a publié les stats. On va les reposter sur le pack de potes bien sûr, mais les stats sont dingos et juste juste les plus marrantes pour moi à ressortir, c'est quand tu regardes la possession et l'occupation, c'est 50-50. Ça en dit long sur le match qu'on a vu et sur le suspense qu'il y avait dans ce match. Mais du coup, on passe un petit coucou à Renvoi au 22. Allez, donc on a bien parlé entre nous trois, mais ça serait bien d'avoir l'avis d'Alban. Alors là, les gars, mais moi, je vous rejoins tellement sur le bonheur autour de ce match et j'ai été impressionnée par l'état d'esprit de nos Français. Je pense que vraiment, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que Olivon, dans son discours d'avant-match, prédit 15 dernières minutes qui vont être presque sanglantes et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils n'ont rien lâché et honnêtement, ça fait plaisir à voir. Je pense que c'est un des traits de caractère tellement forts de cette équipe qui la caractérise depuis plus de 2 ans et qui ressort aujourd'hui sur des énormes matchs et c'est vraiment ça qui est incroyable. Je trouve qu'on a eu beaucoup de mal en défense sur ce match. L'absence de Sean Edwards a vraiment été visible, je trouve, sur ce match. Je crois qu'il a malheureusement dû quitter la France et s'absenter la semaine de préparation du match suite au décès de sa mère. Et donc on lui adresse toutes nos condoléances, mais vraiment, il peut être très très fier de ses joueurs qui vraiment ont livré une partie juste succulente. Voilà, ça serait le mot pour décrire ce match. Je sais qu'on a l'habitude de faire beaucoup d'allégories avec la nourriture ici. Nous sommes gourmands et nous avons vraiment savouré ce match. Merci Alban, merci les gars. C'était sympa de parler de ce match contre Pays de Galles. Mais ce vendredi, à 21h, donc c'est une bonne chose peut-être pour la France, on va jouer contre les Écossais. Ouais, et puis on va pas que jouer contre les Écossais, on va essayer d'aller chipper à nos chers Gallois qui ont eu vraiment le ciel qui leur est tombé sur la tête. Et je fais juste une parenthèse, mais mettons-nous à leur place. Quelle horrible défaite quand tu viens chercher le grand chelem, que tu gagnes, que tu as la possession de balle dans la dernière minute et que tu perds comme ça, c'est invraisemblable. On verra comment ils vont s'en remettre, mais je pense que c'est très très dur. Je ferme la parenthèse. On peut leur chipper la victoire dans le tournoi en battant les Écossais de 4 essais et 22 points d'écart. Donc c'est loin d'être fait. Les Écossais ont une très belle équipe. On a perdu l'année dernière en Écosse, là où on espérait se faire le Grand Chelem, être une étape du chemin pour le Grand Chelem. Donc c'est pas fait, mais je pense que c'est pas impossible du tout et que la motivation là des Français face à des Écossais qui eux malgré tout n'ont plus rien à gagner, puisqu'ils gagneront pas le tournoi même s'ils nous battent, pourrait peut-être faire la différence. En tout cas, on se donne une petite chance d'y croire. Ouais, écoute, je suis d'accord avec toi. Après, le supporter du 15 de France que je suis, et peut-être aussi le supporter du Stade français que je suis, craint que du coup, je crains un peu la déconvenue, je crains les pieds dans le tapis, je crains le fait de se mettre une pression pas possible sur le fait de gagner avec 20 points de différence, alors que c'est quand même quasi mission impossible et que du coup, on va peut-être en oublier d'aller chercher le match avant d'aller chercher les 20 points de différence. Mais en effet, cette équipe nous a bien prouvé. Et je crains aussi peut-être le soufflet qui retombe après un match d'une telle intensité, comme on a vécu samedi. Peut-être que mentalement,
Il y aura une sensation il y aura la sensation d'avoir déjà accompli quelque chose et ce sera dur de se reporter sur autre chose. Mais voilà, ça me dit que ces mecs qui nous ont quand même montré que impossible n'est pas français et que on a toutes les raisons d'y croire. On a toutes les raisons d'y croire. Et comme tu dis, Montéo, les Écossais, peut-être qu'ils auront moins un cœur de aller se chercher ce match. Ouais, j'ajoute un dernier petit truc. Liam Williams, qui est un des 2 derniers cartons jaunes des Gallois, s'est fait insulter sur les réseaux sociaux, etc., par des pseudo-supporters. Donc, la Fédé galloise a apporté son soutien à son joueur. Les Français, là, même la Fédé française, etc., a fait la même chose. Donc, voilà, je suis parfois un peu estomaqué de voir que maintenant, même dans le rugby, t'as des gens qui sont capables d'aller agonir d'injures des mecs parce qu'ils ont pris un carton jaune à la fin du match et qu'ils ont perdu le truc. Faisons attention à ce que notre sport garde sa simplicité et qu'on se rappelle que c'est qu'un jeu quand même. Juste, il y a un petit truc qu'on a oublié et ça me surprend de toi, Théo, c'est que l'homme du match du Écosse-Italie, c'est notre grand chouchou et c'est une raison de plus de regarder le match vendredi prochain parce qu'on va être très content de le retrouver. Amish Watson. Ouais, notre Amish. Évidemment, qui a des bras comme des cuisses de bœuf, sans déconner. C'est incroyable quand même, ouais. On a dit, il est pas super grand, mais tu vois ses bras, tu dis, ouais, ok, mais tu comprends en fait pourquoi il a 100 kilos, mais ça, 100 kilos, mais 20 kilos dans chaque bras, quoi. C'est ça. Allez, donc revenez pour la semaine prochaine où on va parler de ce match contre l'Écosse. On va aussi prendre un peu de temps pour parler de 6 nations féminines parce que ça va démarrer en 2 semaines. Donc on va parler de ça avec Alban. Mais avant ça, Alban avait un petit mot à nous dire par rapport à un nouvel championnat féminine mondial. Donc ça va être super intéressant. Donc je laisse expliquer. Et oui, mon ticket, c'est une révolution dans le monde du rugby féminin. World Rugby a annoncé un nouveau format de compétition assez inédit. C'est même une première mondiale et c'est une nouvelle compétition totalement nouvelle, totalement repensée, qui rassemblera en fait le top 16 des meilleures équipes nationales féminines au monde, qui seraient réparties du coup sur 3 niveaux, un petit peu comme le 6 nations aujourd'hui et les autres compétitions au niveau européen. Et c'est un tournoi qui se jouera en fait hors année des Coupes du Monde de rugby, toujours de septembre à octobre, et qui permettra en fait à ces 16 équipes de s'affronter sous forme d'abord de matchs au niveau régional puis au niveau global, de s'affronter en fait dans une sorte de championnat en fait international, et c'est assez révolutionnaire. C'est un format qui n'existe pas chez les garçons aujourd'hui et qui a vraiment pour but de faire progresser le niveau du rugby féminin, mais surtout de le développer au niveau commercial. C'est un format qui va être très attirant pour les diffuseurs, pour les sponsors évidemment. On verra plus de rugby à la télé. Plus de rugby féminin à la télé. Donc c'est vraiment une grosse révolution au niveau du rugby féminin à l'échelle mondiale. Ça permettra par exemple à des équipes comme l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis de se rencontrer lors d'un tournoi de qualification. Je vous épargne les détails par groupe, etc. Mais en tout cas c'est vraiment un format historique et un moment assez historique pour le rugby féminin, et j'espère vraiment que ça va permettre à notre sport de continuer d'évoluer, toujours avec nos Françaises qui sont parmi aujourd'hui les meilleures nations. On verra aussi, je pense, émerger des nouvelles nations comme peut-être le Japon, des équipes en Afrique également, et d'autres équipes européennes comme l'Espagne par exemple, qui aujourd'hui ne joue pas ou assez peu à 15 des compétitions internationales, mais qui ont quand même des bons viviers d'équipes et qui savent parfois sortir des grosses performances lors de Coupe du Monde. Donc ce nouveau format débutera dès 2023, normalement après la Coupe du Monde masculine qui se tiendra en France, et après se déroulera du coup chaque année, sauf les années de Coupe du Monde féminine, bien sûr. Ok les gars, avant de partir, est-ce que vous savez qui est en train de gagner le Premiership de rugby en Angleterre? Non. C'est Miradradra. Voilà, c'est ça. C'est l'équipe avec Samir Adra. C'est Bristol. Voilà, très bien. Absolument. Un point pour toi, Théo.
Et Théo, je pense que tu avais un petit truc à ajouter? Ouais, merci Thierry. Au chapitre des grands moments d'émotion, je peux pas m'empêcher de saluer nos amis néo-zélandais qui ont conservé la Coupe de l'América, c'est-à-dire le championnat de régate à voile, qui est la plus vieille compétition sportive du monde, puisqu'elle date du milieu du 19e siècle, où les Américains d'abord ont défié les Anglais, et puis pendant très longtemps ça s'est passé entre Anglais et Américains, et puis là les Néo-Zélandais gagnent pour la 3e fois en baie d'Auckland, cette fois contre les Italiens de Luna Rossa, avec des bateaux qui volent maintenant sur des foils, enfin c'est des trucs complètement hallucinants de technologie, mais c'est magnifique si vous avez l'occasion de regarder des régates de ces coureurs et de nos amis néo-zélandais du bout du monde. Et puis un peu plus franchouillard mais très très sympa aussi, Alexis Pinturo, le globe de cristal, première fois depuis Luc Alphand, c'était au XXe siècle, il y a très longtemps. Donc Alexis Pinturo, skieur de Courchevel, un grand et immense bravo pour un grand et immense champion. Ah, parfait. Toute dernière chose, peut-être encore plus importante, on peut pas s'empêcher de saluer les derniers épisodes du superbe podcast un peu plus léger de notre ami Thierry Kaufman. Oui, merci. Donc oui, on est sur notre 7e épisode. C'est une discussion que j'ai avec Fanny Cotin, qui est ma diététicienne. Et elle est vraiment super sympa. On parle de comment faire ça, comment perdre du poids, mais en étant dans un optique un peu plus léger, mentalement aussi, pas juste dans un contrôle tout le temps. Et voilà, donc on est souvent dans les top 10 nutrition. Donc c'est pas la même catégorie que rugby, mais ça fait plaisir. T'es dans tous les top 10 de toute façon, toi. Et du coup, mon ticket, j'invite tous nos écouteurs à aller jeter un petit coup d'œil sur Instagram, sur l'Instagram du podcast Un peu plus léger, et éventuellement liker ou commenter. Et en ce qui nous concerne aussi, comme toutes les semaines, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, et savoir si vous aussi avez eu des émotions aussi fortes que les nôtres cette semaine. On attend vos retours. Merci beaucoup les gars, c'était un grand plaisir et à très bientôt la semaine prochaine avec Alban. Et oui, on attend avec impatience le retour d'Alban et on pourra fêter avec elle la victoire de la France dans le tournoi. Et voilà. Allez les gars, à bientôt. Salut à tous, ciao. ciao. Salut mon ticket, salut Théo, ciao.